Le Cameroun célèbre la semaine de l'entrepreneur. Vous le savez, depuis pas mal d'années, plus d'une quarantaine d'années aujourd'hui, le Cameroun forme sur place ses hommes d'affaires pour une économie plus dynamique. Et dans cette autre sortie de l'invité de la semaine, nous recevons un ancien diplômé, un pur produit de l'ESSEC. Il est entrepreneur et il a le plaisir de partager son expérience avec nous aujourd'hui. Il s'agit tout simplement de Gérard Mondo Kouna. C'est l'invité de la semaine. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous l'avez compris, nous recevons à l'occasion de la semaine de l'entrepreneur au Cameroun un pur produit de l'école de formation de notre pays, l'ESSEC, qui vient d'ailleurs de célébrer ses 40 années d'existence. Nous avons le privilège, l'honneur de recevoir Gérard Mondo Kouna. Il est homme d'affaires, mais surtout président de l'association des anciens élèves de l'ESSEC. Ça fait pratiquement 4 ans qu'il est à la tête de cette association-là. Bonsoir Gérard, bienvenue sur Canal 2 International. Bonsoir Lille. Comment vous allez? Très bien. Ça vous fait quoi aujourd'hui d'être présenté comme un pur produit de la formation de l'école purement camerounaise, une école purement camerounaise? Beaucoup de fierté, on ne va pas faire la fine bouche. J'avoue que depuis que je suis sorti de l'ESSEC, je n'ai jamais eu besoin de faire une formation complémentaire. Ça, je vais vous le dire, parce que déjà à l'ESSEC, la formation que nous avons reçue est très dense et largement suffisante pour mener nos activités. Au jour d'aujourd'hui, pour mener nos activités de chef d'entreprise, j'avoue que même dans mon quotidien, en tant que chef d'entreprise, pour faire peut-être ma DSF, je n'ai pas besoin d'un conseil fiscal. Je travaille avec mon comptable, on fait valider par un expert comptable et même les contrôles partiels de comptabilité avec le fisc, je les gère moi-même. Donc sur ce plan-là, sans pour autant être un financier, voilà. Donc ça veut dire que vous avez reçu une très bonne formation et quand on lit un peu l'historique de cette école-là, on comprend que le chef de l'État avait véritablement souhaité que ça soit une école de formation d'hommes d'affaires. Vous avez compris à ce moment-là qu'on avait besoin des hommes d'affaires valables, des têtes pleines pour booster notre économie? Ben, effectivement, je crois que le chef de l'État, lui, il a eu cette vision-là avant nous parce que moi, j'arrive après. 82. Moi, j'arrive après. En 82, à peine il est arrivé au pouvoir, il avait déjà un arrivé sur les secs et annoncé lors de son premier discours à Jeune Afrique que le Cameroun avait à Douala une école spécialisée dans supérieure des sciences économiques et commerciales. Voilà, l'école supérieure des sciences économiques et commerciales, l'ESSEC, pour former non seulement les opérateurs économiques, mais en même temps les managers de haut vol pour créer des richesses et des valeurs et en même temps gérer les entreprises de ce pays. Donc je crois que sur ce plan-là, c'est une évidence. Vous qui êtes là aujourd'hui, comment est-ce qu'on entre dans une école pareille quand on sait ce qui se passe aujourd'hui dans notre paysage? Est-ce qu'il fallait un concours, il fallait étude de dossier, il fallait une moyenne ou alors une recommandation? Non, c'était un concours, exclusivement sur concours, et c'était un concours très couru. C'était un concours très couru. Je vais vous dire, par exemple, en ce qui me concerne, quand je rentre à l'ESSEC en 1986, on était 2500 candidats et on retenait 50, uniquement 50. Et c'était vraiment sur concours. Et sur les 50, là, je vais vous dire, moi j'étais 15e. Waouh, vous étiez brillant alors. Oui, j'étais 15e. Et je sortais de mon stade natal. Je n'étais jamais arrivé à Douala avant. Vous comprenez que c'était exclusivement sur concours. Pas de parrainage? Non, pas de parrainage, ça n'existait pas à l'époque, on ne connaissait pas ça. Donc on prenait exclusivement les meilleurs. Est-ce que la formation était adaptée aux besoins des entreprises? Parce qu'on sait que quand on forme les hommes d'affaires, c'est pour rentrer dans une société et répondre à un certain besoin. Elle était tout à fait appropriée. Le besoin était là. Et la formation suivait effectivement le besoin des entreprises. La preuve est qu'à la fin de la formation, il y avait des entreprises qui venaient afficher des offres d'emploi, qui venaient voir directement l'administration de l'école pour solliciter, et parfois les meilleurs, pour solliciter des profils spécifiques.
Et ces gars, quand ils arrivaient à l'entreprise, ils performaient. Est-ce qu'il y avait la logistique nécessaire pour vous permettre de mieux entrer dans cet environnement du travail-là? Alors, la première chose que chacun savait quand il venait à l'ESSEC, c'est qu'on ne venait pas à l'ESSEC pour chercher un matricule. On ne venait pas à l'ESSEC pour chercher un matricule, on venait à l'ESSEC pour acquérir des compétences, pour s'assumer en tant que chef d'entreprise, ou si vous voulez en tant qu'entrepreneur ou en tant que manager. Donc on venait à l'ESSEC, on savait ce qu'on venait chercher à l'ESSEC. La compétence et rien que de la compétence. Maintenant, au niveau mental, il y avait des aînés qui nous encadraient pour nous donner ce que nous avons appelé l'esprit ESSEC. Nous donner l'esprit ESSEC avec un peu d'orgueil, pour ne pas dire de fierté, n'est-ce pas, et beaucoup plus d'assurance. Cela nous permettait, n'est-ce pas, quand on sortait, de défier toutes les difficultés qu'on rencontrait sur notre chemin. Mais puisqu'il y avait des entreprises qui venaient, des chefs d'entreprise qui venaient, est-ce qu'on peut avoir les fourchettes de personnes qui ont été sollicitées par les entreprises? Et vous-même, personnellement, qu'est-ce que vous avez fait après cette formation, ces 4 ans de formation-là? Comme je vous ai dit, les profils étaient divers. Les profils étaient divers, les profils sollicités par les entreprises étaient divers, chacun en fonction de ses besoins. Tous vos camarades sont retrouvés dans les entreprises ou bien fonctionnaires? Pas tous. Bon, il y en a, il faut le dire, il y en a quand même quelques-uns, ils ne sont pas nombreux, qui est piqué par le virus du service public. Sont allés faire qui l'ENAM, qui l'école de police, qui l'armée, n'est-ce pas, pour le service public. Mais ce n'est pas un échec de voir ça? Non, ce n'est pas un échec, c'est un appel de cœur. Vous voyez, c'est un appel de cœur. Il y a des gens, après avoir eu toute cette formation-là, on pensait qu'ils devaient la mettre au service de la fonction publique, au service de l'État. Et ce n'est pas mauvais. Le service de l'État, et je peux vous garantir une chose. Là, ils sont partis, tous ces gars, quand ils vont là, ils sont des meilleurs. Ils sont parmi les meilleurs, absolument. Les statistiques sont là, je ne vais pas citer les noms, mais que ce soit ceux qui sont partis à l'ENAM, que ce soit ceux qui sont partis à la police, à l'EMIA, pour aller faire le service public, ils sont particulièrement distingués là-bas dans leur corps. Bon, maintenant, oui, allez-y. Oui, non, allez-y, terminez. Donc maintenant, en ce qui nous concerne, et puis je précise que c'est une infime partie, une très infime partie. Maintenant, en ce qui nous concerne, personnellement, moi, d'abord, comment je fais pour venir à l'ESSEC? Quand moi je viens à l'ESSEC, c'est pour être banquier. C'est pour être banquier, je savais que les banquiers avaient beaucoup d'argent, donc quand moi je viens à l'ESSEC, c'est pour être banquier. Et maintenant, malheureusement, en 1998, quand au moment où je dois choisir ma spécialisation, et le système bancaire est en faillite. Les banques ferment les unes après les autres et en catastrophe. Et puis je dis, mais que je vais faire quoi dans un secteur qui est en faillite? Voilà, je décide de faire marketing, qui correspondait bien à ma personnalité aussi. Bon, maintenant, chemin faisant, pendant que je suis en marketing, je me découvre une nouvelle vocation, celle d'entrepreneur. Voilà comment je suis piqué par le virus de l'entrepreneuriat, étant déjà en 3e année à l'ESSEC. Et avec des amis, on a créé ce que nous avons appelé à l'époque le club des jeunes entrepreneurs de l'ESSEC. Ce club-là existe toujours, il a changé de nom, je crois, il est devenu ESSEC Projet ou Junior Entreprise maintenant. Il a changé de nom, mais il est toujours là, avec l'objectif de former déjà dans l'âme et dans l'œuf des entrepreneurs à la sortie. Mais Gérard, quand on vous écoute parler, on a l'impression que c'était très facile, que les choses, il fallait juste être intelligent, avoir un peu de chance aussi. Est-ce qu'il y a eu des difficultés pendant cette formation-là? Alors, la première chose, comme je vous ai dit, il sortait de mon stade natal. Quand j'arrive à Douala la première fois, c'est pour le concours. Je ne connaissais personne. Personne. Alors, je suis arrivé pour faire le concours, pour faire l'oral. On m'a renvoyé le lendemain et puis il fallait dormir quelque part. Je ne savais pas où dormir. J'ai dormi sur les bancs de l'école. Avec des gardiens, j'ai dormi sur les bancs de l'école pour attendre le lendemain. Et ça ne m'a pas découragé. C'est pour vous montrer un premier challenge. Et quand on sortait de l'école, il y avait beaucoup de difficultés naturellement. Il faut pas seulement voir. Avant de sortir de l'école, au niveau de la formation même, est-ce qu'il y avait le nécessaire? Est-ce que c'était facile? Alors, déjà pour avoir le nécessaire, j'avoue que nous avons été une époque privilégiée. Une génération privilégiée, je vais dire. Il faut l'avouer. Nous avons été une génération privilégiée parce qu'on avait la bourse de 50 000 francs, on avait le restaurant universitaire, on avait la cité universitaire, un personnel qualifié, donc on avait de bonnes conditions pour étudier. Mais maintenant, passer ces conditions-là, il fallait se mettre au travail. Et c'est là où c'était très, très difficile. Je vous rappelle que pour passer d'une classe à une autre, il fallait avoir une moyenne de 12 sur 20. Et voir 12 sur 20,
n'était pas facile. Ça n'empêchait pas un professeur de vous donner un 25 sur 20 ou 0,75 sur 20. Je ne vais pas le citer, mais on avait un professeur en comptabilité analytique qui nous a très bien formés. C'était un monsieur très rigoureux, qui nous a très bien formés, nous a formés à la rigueur, effectivement. Et on se mettait au travail, et ce n'était pas facile. Et à ce niveau-là, chaque fois, à deuxième année, il y avait un taux de 50% d'échecs systématiques. Et 50% en troisième année, pour la spécialisation, c'est qu'on retenait, parce qu'il n'était pas... si vous n'avez pas, vous ne vous êtes vraiment pas mis à fond. Et la pension à ce moment, c'était combien? Oh, on ne paye pas. Pas. Bon, vous avez la bourse, mais ceux qui n'avaient pas la possibilité d'avoir la bourse et qui étaient quand même là. Tout le monde était boursier. Ah, tout le monde était boursier à Il cette fallait époque-là. passer le concours. Dès lors que vous avez passé le concours. Vous êtes la bourse, ah, d'accord. Voilà, C'est qui a changé aujourd'hui? Bon, vraiment, aujourd'hui, Oui. c'est devenu un peu plus difficile pour nous cadets, ça il faut le reconnaître. Donc, et je vais vous dire que même la formation du tronc commun, parce que les 2 premières années, je vous ai dit, c'était le tronc commun, était tellement dur, tellement vaste et soutenu que pour passer en troisième année, c'est une gageure. Bon, maintenant, même les camarades qui n'arrivaient pas à traverser cette étape-là, et qui n'arrivaient pas à terminer leur cursus pour une raison ou pour une autre, et qui trouvaient du travail, étaient excellents. Ils s'imposaient en entreprise. Aujourd'hui, avec du recul, comment est-ce que vous appréciez la nouvelle génération de jeunes entrepreneurs? Est-ce que vous pensez qu'ils sont suffisamment formés pour le marché qui est devenu très corsé aujourd'hui avec la crise économique, tous les problèmes que l'on vit, et ce n'est pas facile pour un entrepreneur de véritablement s'identifier ou bien booster ce développement économique? Alors la première chose que je vais vous dire, c'est que jeune, vieux, ancien ou nouveau, être entrepreneur n'a jamais été facile. Jamais du tout. Être entrepreneur, tout le monde le sait, c'est un chemin de croix. Mais sauf qu'il ne faut jamais abandonner. Quand on est convaincu et qu'on a cette volonté, on n'abandonne pas. Mais comment on fait dans un environnement assez difficile où tout le monde n'arrive pas à vous comprendre, où la crise économique est arrivée, où on a eu par exemple le Covid, ou même pour faire les papiers, pour ouvrir une petite structure, c'est un parcours de combattant. À un moment où vous avez seulement envie d'abandonner. Tout à fait. Mais vous savez ce qu'on fait? On transforme les menaces en opportunités. C'est facile de dire ça. Non, non, non. C'est ce qu'on fait. On transforme les menaces en opportunités et on capitalise les échecs pour les succès à venir. C'est ça le secret. Il ne faut pas abandonner. Quand je dis que l'échec n'existe pas de manière absolue, cela ne signifie pas que l'échec n'existe, qu'on ne connaît pas les échecs. On connaît des échecs, mais chaque fois qu'on tombe, on se relève et on capitalise l'échec, c'est-à-dire on apprend de l'échec pour le succès. Après 1, 2, 3 échecs, vous arrivez nécessairement au succès. C'est ça. Donc ça n'a jamais été facile. Être entrepreneur n'est pas chose facile du tout. Non seulement le devenir, mais tenir. Vous pouvez même vous hisser au sommet, mais c'est encore plus difficile de tenir au sommet. Quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, généralement, on peut aller avec un capital en fonction de son secteur choisi. Nous avons une seule vocation, créer des richesses et des valeurs. Et pour créer des richesses, je vais vous dire, on n'a pas besoin d'argent. Vous avez vu, quelque part, pour fabriquer la bière, on a besoin de bières à l'entrée? Non. Non, tout simplement pourquoi? Parce que quand on parle de création de richesses, il faut 2 choses. La première chose, c'est le savoir-faire. En d'autres termes, l'ingénierie. Ça se passe dans la tête. La deuxième chose, c'est la crédibilité. La crédibilité, c'est-à-dire que les gens soient capables de vous faire confiance. Voilà. Et quand vous avez un projet de création d'entreprise, c'est dans la tête. La première chose, c'est qu'il faut bien le ficeler. Bien le ficeler, bien le monter, le rendre crédible. De telle manière que quand vous allez le présenter à quelqu'un, même si vous n'avez pas d'argent, que la personne vous dise « Ah, ça m'intéresse. Je prends. Je prends. » Ou alors je veux voir, je m'associe à toi pour qu'on le fasse ensemble. Du coup, celui qui a de l'argent vient mettre son argent dedans. Et toi, tu gardes la part qui te revient en tant qu'entrepreneur, en tant que promoteur. Du coup, vous êtes engagé dans un projet de création d'entreprise. Vous avez votre entreprise, vous devenez entrepreneur sans avoir jamais eu de l'argent. Sauf que c'est très facile de le dire ainsi, puisque aujourd'hui, on n'a pas véritablement un capital humain compétitif, malheureusement.
Ah, mais non, mais je ne veux pas croire à ce que vous dites. On a un capital humain. Puisque quand vous parlez avec des chefs d'entreprise, nous qui sommes sur le terrain au quotidien, vous voyez des personnes qui ont vraiment ce savoir-faire, qui ont cette crédibilité, mais au niveau de l'accompagnement, il y a d'autres conditions qui sont posées et ça freine et ça bloque. Ça, c'est vrai. Ce que vous dites sur ce point-là est vrai parce que même nous-mêmes qui sommes sur le terrain, si vous venez voir votre banquier, vous dire j'ai besoin d'argent pour faire ci, pour faire ça, ben, il ne vous suit pas. Ils ne vous suivent pas de manière évidente. Il faut maintenant un parrainage, un copinage. Non. Très souvent, il faut trouver d'autres voies et moyens. La première chose, c'est soit l'informel. Il y a les méthodes de financement informelles. C'est pour ça que je vous demandais tout à l'heure que quand vous n'avez pas la chance d'avoir tout cela, un montant avec lequel on peut démarrer. Il n'y a pas de minimum. Il n'y a pas de minimum avec lequel on démarre une activité. François Victor a dit qu'il avait commencé avec 500 francs. Aujourd'hui, il était multimilliardaire. Et c'est toujours avec ça qu'on prend pour présenter les entrepreneurs. Vous voulez que je vous parle de mon expérience personnelle? J'ai créé mon entreprise. Je n'avais pas 1000 francs dans la poche. J'ai commencé dans l'édition. Et je crois que ce que je vais vous raconter par rapport à moi-même va suffire à vous convaincre qu'on peut se lancer dans l'entrepreneuriat sans avoir de l'argent. Alors, quand je sors d'une entreprise où j'étais responsable commercial et marketing, c'était une maison d'édition, je capitalise ce que j'ai appris là-bas, c'est-à-dire le savoir-faire dans l'édition. Et je me lance sur le terrain pour continuer à prospecter les clients que j'avais et leur proposer cette fois-là mes propres services au lieu de proposer les services de mon entreprise. Et naturellement, premier client, il me donne un bon de commande. Il me donne un bon de commande et naturellement, je n'ai pas d'argent pour financer le bon de commande. Je reviens le voir, je prends d'abord le bon de commande, je m'en vais, et puis je reviens le voir 2 jours après pour lui dire, ben voilà, avec une création d'une maquette. Je lui dis, ben voilà, on a créé la maquette, voilà, j'ai créé la maquette, est-ce que vous pouvez valider? Si c'est bon, validez. Et si vous validez, en ce moment-là, vous me donnez, le client est d'accord, il valide. Je tends la main pour demander une avance. 50%, et à partir de ce 50%, je me suis envolé. Je n'ai pas eu besoin d'argent. On arrive déjà vers la fin de cette émission. Il y a beaucoup de personnes aussi qui ont un savoir-faire, qui ont cette crédibilité, mais qui n'ont pas le courage d'affronter l'inconnu. Comment on fait? Nous n'avons pas peur du licenciement. Quand il est sec et en entreprise, il n'a pas peur d'être licencié. Il donne le meilleur qu'il a, il fait du mieux qu'il peut, il donne tout ce qu'il a donné, mais s'il arrive, pour une raison ou une autre, qu'on décide de le mettre à la porte, il n'en a pas peur, parce qu'on sait que, n'est-ce pas, en le mettant à la porte, ça peut lui ouvrir d'autres portes encore avec plus d'opportunités. Vous voyez un peu? Donc pour dire que le fait qu'on vous ferme une porte peut vous ouvrir une autre, beaucoup plus importante. Comment on affronte cet inconnu? C'est-à-dire que vous ne voulez plus être au service de quelqu'un, vous voulez véritablement être un entrepreneur. Comment on affronte? Ben vous décidez. D'abord, ça part de votre esprit. Il faut être armé d'abord, psychologiquement, moralement, mentalement. Que vous décidez de faire un saut dans le vide, dans l'inconnu. Et ce n'est pas souvent facile avec les relations. Votre épouse, si vous êtes déjà marié, vous dit, mais vous savez, on a déjà des enfants, est-ce qu'on est sûr qu'on va louer la maison, est-ce que machin, est-ce que là où tu pars là, c'est pas mieux d'aller chercher ailleurs? Tu dis, j'ai décidé de me lancer. Le père, là, tous les gens qui sont à votre charge vont vous poser ces problèmes-là. On dit que vous êtes fou même parfois. Voilà, mais vous décidez de le faire, vous vous donnez les moyens d'abord, je l'ai dit, sur le plan mental, vous vous jetez et vous vous apprêtez à affronter les difficultés. Et naturellement, quand vous êtes dans ces dispositions mentales-là, les difficultés que vous rencontrez sur le chemin ne sont pas, je veux dire, des obstacles que vous rencontrez sur le chemin ne sont pas des difficultés insurmontables. Ça devient des opportunités. Voilà. Quand vous ne pouvez pas transformer ces difficultés-là en opportunités, vous les contournez. Vous les contournez et vous continuez votre chemin jusqu'à atteindre le succès. Alors, on est en train d'achever une semaine consacrée à l'entrepreneur. Aujourd'hui, on a une politique tournée véritablement vers une économie dynamique. Le Cameroun a besoin des hommes d'affaires dynamiques. S'il y avait un message à l'endroit de ces jeunes qui sont décidés de se lancer dans l'inconnu pour booster cette économie au regard des problèmes qu'on a aujourd'hui, que ce soit structurel,
vous leur direz quoi? Parce qu'on a eu la chance de vous avoir parce que vous êtes un pur produit de cette école-là. Vous avez de l'expérience sur le terrain. Vous avez vécu dans une entreprise. Vous êtes parti maintenant à votre propre compte. Il y a des jeunes aujourd'hui qui sont véritablement dans cette dynamique-là, mais manquent parfois de conseils ou de personnes pour leur tenir la main et leur dire certaines choses. La première chose que je vais leur dire, c'est qu'il faut garder la foi. Il faut garder la foi et croire à ces projets. Croire en soi-même, croire à ces projets, garder la foi et puis se battre. Ce n'est jamais facile au début, on le sait tous. C'est jamais facile, donc on ne peut pas dire que c'est jamais facile au début. Mais c'est la détermination que vous avez vis-à-vis de vos projets qui vous amène au succès. Je vais vous dire, vraiment, juste pour terminer, un exemple palpable que les gens connaissent tous. Vous avez vu à l'Assemblée générale, la reine-mère Célestine Koutia-Cortez, ministre du Développement urbain et de l'Habitat, qui était parmi nous. Alors, je vous prends ce cas. Les gens connaissent la femme politique. Ils connaissent la ministre, mais on ne connaît pas la femme d'affaires et chef d'entreprise prospère qu'elle a toujours été, avant même d'entrer en politique. Oui, on l'a vu au niveau de Banganté avec ses projets. Avant même d'entrer en politique, donc avant même qu'elle soit maire de Banganté, avant même qu'elle devienne ministre, mais c'est une femme d'affaires prospère avec au moins 3 entreprises de renom, vous m'avez interdit de citer, qui connaissent beaucoup de succès. Vous êtes prêt à payer à la caisse, je peux vous laisser citer. Voilà, je ne vais pas citer, rassurez-vous. Donc pour vous dire tout simplement qu'on peut être un diplômé de l'ESSEC, être homme politique, être je veux dire, opérateur économique, être un excellent ministre de la République. Et tout ça, on voit seulement la fin, on ne voit pas le début. Comme tout le monde, elle a galéré. Quand on sort de l'ESSEC, bon, naturellement, à notre époque, on trouvait facilement du travail. Au jour d'aujourd'hui, certains trouvent facilement, c'est compliqué pour les plus jeunes, mais nous leur disons, gardez espoir, gardez confiance, que ce soit pour ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat ou même ceux qui veulent, les managers qui ont choisi d'emploi diplômé dans les multinationales. Nous leur demandons de garder espoir. En même temps, au niveau de l'association, nous nous organisons pour les accompagner. Vous faites bien de parler d'associations. Aujourd'hui, on regarde des jeunes qui sont tournés vers la vie facile, que ce soit même à l'ESSEC aujourd'hui. Est-ce qu'il vous arrive d'aller parler à ces jeunes-là qui sont à l'ESSEC, qui sont entrés par parrainage, par copinage, par vie facile, parce que c'est l'enfant de tel ou X? Est-ce qu'il vous arrive d'aller auprès de ces enfants, leur dire que nous, voici ce que nous avons fait, voici ce que nous avons traversé, pour changer un peu leur mentalité, leur regard sur cette façon de vouloir vite arriver sans pouvoir travailler? C'est notre devoir. C'est notre devoir en tant qu'aînés d'abord et en tant qu'association. Très souvent et régulièrement, nous organisons des conférences à l'ESSEC. Nous y allons. Dans le cadre de l'association des diplômés de l'ESSEC, je vous rappelle que nous avons une commission que nous appelons Commission des affaires académiques, n'est-ce pas, qui sert d'interface entre l'école et l'association. Et régulièrement, nous organisons des conférences à l'ESSEC pour les édifier, pour sensibiliser nos cadets qui sont encore à l'école et les rassurer. Et naturellement, pour leur apporter ce volet didactique en tant qu'aînés et en tant que parents même, parce qu'on a de plus en plus beaucoup de fils à papa là-bas. Voilà, non, en tant que parents, parce que nous, plusieurs diplômés de l'ESSEC ont leurs enfants qui sont déjà diplômés de l'ESSEC aussi. Donc c'est un devoir pour nous et nous nous engageons à l'assumer. Et aujourd'hui, vous êtes fiers d'être à la tête de cette centrale logistique qui emploie des milliers de Camerounais. Ah, pas des milliers, bon, rassurez-vous. C'est juste une estimation. C'est une PME. On vous souhaite bon vent et beaucoup de courage dans cet univers d'entrepreneuriat pas du tout évident au Cameroun avec et les coupures de lumière et la fiscalité et tout ce qu'on connaît comme paperasse, pas évident du tout, mais vous tenez parce qu'on en a besoin des hommes d'affaires, des entrepreneurs, des opérateurs économiques dynamiques pour l'émergence tant que souhaité dans notre pays. Gérard Mondokuna, merci d'avoir accepté notre invitation. C'était avec beaucoup de plaisir qu'on a partagé ce moment avec vous. Vous êtes un pur produit de l'ESSEC. Vous êtes également président de l'association des anciens de l'ESSEC. Vous venez de célébrer les 40 ans. 4 ans encore à la tête de l'association, c'est ça? Écoutez, pas vraiment. Pas vraiment. Disons que je viens d'avoir mon 2e mandat là.
Mon premier mandat a été en 2018. Je viens d'être reconduit par l'Assemblée générale. Ne vous éternisez pas au pouvoir. Non, je voudrais préciser, oui. je vous vois venir, hein, ne vous en faites pas. La première chose que je vais vous dire, c'est que je n'ai jamais sollicité le suffrage des camarades pour être président de l'association des diplômés de l'ESSEC. Jamais. J'ai été spontanément proposé et acclamé, élu par acclamation lors de l'Assemblée générale de 2018. Et de la même manière, la dernière qui vient d'achever en 2022, les camarades n'ont même pas demandé mon avis. Je n'ai même pas dit un mot. Ils n'ont même pas demandé mon avis de savoir si je voulais être reconduit ou pas. De la même manière, par acclamation, ils ont décidé de me reconduire pour 2 ans encore. D'accord. Notre souhait, c'est que vous ne vous éternisez pas à ce poste-là. Rassurez-vous, nous sommes prêts à passer la main aux plus jeunes. D'accord. Merci Gérard Mondo Kouna. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir regardé l'invité de la semaine. On reviendra la semaine prochaine avec un autre invité, une autre thématique. Bonsoir.